et la carence en vitamine B9 et en vitamine B12 secondairement. Donc, d'abord, on va commencer par l'anémie ferriprive. Dommage, vous n'arrivez pas à voir mon topo. Je vais essayer encore une autre fois, peut-être ça va marcher. D'accord, donc l'anémie ferriprive. Bon, qui dit anémie ferriprive, si vous allez vous concentrer un petit peu, anémie ferriprive, c'est un terme qui est divisé en deux parties. La première partie, c'est l'anémie, la deuxième partie, c'est ferriprive. Qui dit ferriprive, privé, c'est-à-dire carence en fer. L'anémie, l'anémie ferriprive, elle se définit par une diminution de la teneur en hémoglobine dans le sang suite à une carence en fer. Quand vous savez que l'anémie, elle est définie biologiquement, elle se définit par une diminution de taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes chez la femme, inférieur à 13 grammes chez l'homme et inférieur à 11 grammes chez la femme enceinte. Pour l'enfant et le nourrisson, c'est en fonction de l'âge principalement. Donc, si je vais vous parler d'abord de l'anémie, si je vous parle de l'anémie ferriprive, je dois vous faire un petit résumé sur le métabolisme de fer. Quand vous savez que, il y a d'abord les besoins quotidiens en fer pour l'érythropoïèse. Vous savez que l'érythropoïèse, pour qu'elle se fasse, l'érythropoïèse, c'est tout ce mécanisme de fabrication des globules rouges, en commençant à partir de cellules nucléées jusqu'à arriver à des cellules. Bon, je ne sais pas si je vais activer bon, je vais activer ma caméra. Je vais mettre caméra secondaire, je peux. Euh, bon, c'est pour vous. Je peux pas vous montrer les topos. Changer de caméra, oui. Parfait. Allez, hein. Bon, c'est déjà ça. Ça va quand même. Donc là, vous voyez la petite définition de l'anémie ferriprive. Donc, je vous ai dit que l'anémie ferriprive va se définir par une diminution de la teneur en hémoglobine dans le sang suite à une carence en fer. Elle est liée à certains chiffres, inférieurs à 12 grammes chez la femme, inférieurs à 13 grammes chez l'homme et inférieurs à 11 grammes chez la femme enceinte. Et c'est en fonction de l'âge pour le nourrisson et pour l'enfant. Donc, on va parler un petit peu sur le métabolisme de fer. Donc, vous savez que le fer, c'est un minéral qui est assez important, très important, qui est apporté, son apport est principalement exogène. Principalement, c'est-à-dire que le fer il est apporté par notre alimentation. Notre corps a besoin quotidiennement d'environ 30 grammes de fer par jour. Donc, les 30 grammes de fer par jour. Donc, les 30 grammes, donc vous avez 30 grammes de fer par jour. Donc, l'organisme, il a besoin de 30 grammes de fer par jour. Donc, et ces 30 grammes, ça vient d'eau. Donc, les 30 grammes, ça vient plutôt 30 milligrammes, pardon. Donc, on a 1 milligramme qui vient de l'alimentation. On a 25 milligrammes qui viennent de ce qu'on appelle du fer libéré des macrophages. Donc, c'est-à-dire par hémolyse physiologique. Vous savez qu'il y a un mécanisme d'hémolyse physiologique, c'est-à-dire la destruction quotidienne d'environ inférieur à 1 par 120 globules rouges par jour qui vont être détruits par le système réticulo-endothélial, donc ce qui constitue l'hémolyse physiologique. Quand ça dépasse le 1 sur 120, 125 environ globules rouges par chaque 125 globules rouges, donc on a un phénomène d'hémolyse pathologique. Donc l'hémolyse physiologique apporte à l'érythropoïèse environ 25 mg et on a les 5 derniers milligrammes qui sont apportés à partir de la ferritine, à partir de tout ce qui est molécules de stockage. D'accord? Donc, ferritine, c'est-à-dire la ferritine, c'est la molécule de stockage de fer, c'est la forme de stockage de fer sous forme de ferritine principalement et accessoirement sous forme d'hémosidérine. Et ça existe au niveau du foie. D'accord? Donc, maintenant, quels sont les compartiments du fer? On a deux compartiments. On a le principal compartiment, c'est le compartiment héminique. Ce compartiment héminique, il est représenté principalement d'hémoglobine et la myoglobine, c'est 30 mg, pardon. C'était une faute de frappe, on va dire. Le fer non héminique qui représente 20%, c'est la forme de stockage et la forme de transport. La forme de stockage, principalement la ferritine, accessoirement l'hémosidérine. Et la forme de transport, c'est principalement la transférine. C'est l'enzyme de transport. D'accord? Donc, il faut savoir qu'une alimentation normale qui est riche et variée,
apporte environ 10 à 15 mg de fer par jour. Donc, il faut savoir que la capacité d'absorption de fer, c'est une capacité environ de 10%. Donc, c'est-à-dire quand on apporte quand une alimentation apporte environ 10 mg, la partie qui va être absorbée, elle est d'environ 1 mg. Et quand on apporte 15 mg, la capacité absorbée, elle est de 1,5 mg. Donc, c'est une capacité d'absorption qui est de 10%. D'accord? L'absorption, elle se fait principalement au niveau du duodénum et accessoirement au niveau du jéjunum. D'accord? C'est principalement au niveau du gral proximal. Quels sont les aliments riches en fer? Comme vous savez, c'est beaucoup plus le règne animal qui est très riche en fer. Principalement tout ce qui est viande rouge, les poissons, les viandes blanches. Tout ce qui est légumes, on a surtout les épinards. On a tout ce qui est fruits et légumes secs. Il faut savoir que la meilleure biodisponibilité du fer, c'est le fer d'origine animale. C'est le fer qui vient du règne animal. Sur le plan biodisponibilité, il est vraiment meilleur. Bon, tout ce qui est besoin, on a dit le besoin, c'est 10 mg par jour parce qu'avec un seuil d'absorption qui ne dépasse pas les 10%. Donc, on a besoin de 10 mg le point de la capacité d'absorption. D'accord, parfait, je suis en train de le répéter. Donc là, on va parler des besoins. Les besoins, c'est environ 10 mg par jour pour l'homme et pour la femme ménopausée et 15 mg pour la femme en activité génitale et le nourrisson. Pourquoi? Parce que enfin, pour le nourrisson, c'est un organisme en pleine croissance et pour la femme en activité génitale, c'est une femme qui perd en plus de l'homme environ 1 mg quotidiennement durant la période de menstruation. Donc, pourquoi cette capacité d'absorption? Cette capacité d'absorption, elle ne dépasse pas les 10%. Donc, une alimentation qui apporte une quantité X en fer, 10% de cette quantité X va être absorbée et les 90% va être éliminé au niveau du tube digestif. À la biha, les pertes, tout ce qui est élimination du fer, donc quand vous voyez dans le topo, c'est une élimination qui est principalement digestive. Donc, élimination digestive, 90% du fer apporté par l'alimentation est éliminé dans les voies digestives. Les 10% seulement sont absorbés. Et en plus de ça, on a les pertes gynécologiques, surtout de la femme en période, enfin en activité génitale. Donc voilà, sur le plan métabolisme du fer, donc on a dit que le fer est apporté par l'alimentation. Donc il faut savoir que le fer, le fer apporté dans l'alimentation, c'est un fer trivalent. Donc vous savez qu'il y a quand même deux formes de fer. On a le fer 3+, et on a le fer 2+. Donc le fer 3+, c'est un fer trivalent, d'accord? Le fer 2+, c'est le fer bivalent. Donc il faut savoir que le fer apporté par l'alimentation, là je vais essayer de dessiner un petit estomac. Donc le fer qui est dessiné qui est apporté par l'alimentation, c'est un fer qui est trivalent. Et pour qu'il soit absorbé au niveau des villosités intestinales à ce niveau-là, il faut qu'il soit transformé en fer bivalent. Et pour cela, on a une enzyme qu'on appelle le DMT, c'est-à-dire le divalent metal, DMT, divalent metal transporter, c'est-à-dire que c'est une enzyme qui va transformer le fer de l'état trivalent qui est apporté par l'alimentation à un fer à l'état bivalent qui est capable de traverser cette barrière intestinale. D'accord? Donc, une fois ce fer traverse la barrière intestinale, donc il va se retrouver à l'intérieur de l'entérocyte. Donc là, on avait le pôle apical, pardon, où se trouve le DMT, le divalent métal transporteur qui transforme le fer de l'état trivalent à l'état bivalent pour traverser cette partie proximale. Donc là, je vais agrandir l'image. Donc là, c'est un entérocyte. Donc là, on a le fer trivalent apporté par l'alimentation. Donc là se trouve l'enzyme qu'on appelle le DMT, le Divalent Metal Transporter, qui va transformer le fer de l'état trivalent à l'état bivalent, c'est-à-dire le Fe2+. Au niveau là du pôle apical, il existe une autre enzyme qui va le retransformer en molécule de fer trivalent. Pourquoi le fer trivalent? Parce que la transférine, qui est l'enzyme de transport, elle a la capacité de transporter deux molécules de fer à l'état trivalent. Et ce fer à l'état trivalent va circuler dans la circulation sanguine pour arriver au niveau des cellules cibles ou bien des cellules
des cellules qui vont le métaboliser, quoi. Surtout principalement tout ce qui est enfin, tout ce qui est érythroblast pour l'érythropoïèse. Donc voilà, j'espère que vous avez compris là le point de capacité d'absorption. Donc là, je passe à un mécanisme physiopathologique de l'anémie ferriprive. Donc vous savez que normalement le métabolisme du fer, c'est un métabolisme qui passe par un cercle fermé. Pourquoi un cercle fermé? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de 30 mg de fer pour assurer l'érythropoïèse quotidiennement. Donc on a besoin de 30 mg de fer donc d'une façon journalière tous les jours. Et vous avez remarqué que 25 mg de fer quotidiennement proviennent de l'hémolyse, 5 mg provient de la forme de réserve, qui est tout ce qui est ferritine et tout ce qui est ferritine et hémosidérine. Donc, et le 1 mg, seulement 1 mg est apporté par l'alimentation. Donc, ce métabolisme est assuré, c'est un cercle fermé. Donc, la perte bzaf. La perte, c'est une perte minime. On a la perte, en plus de la perte gynécologique, avec la perte digestive. Mais si on va suivre ça, donc c'est un métabolisme qui se fait en cercle fermé. Et ce cercle fermé, il a un équilibre qui est assez fragile. Donc, dès qu'il y a un problème, soit un problème dans les apports, l'alimentation, soit un problème à l'intérieur du métabolisme, soit un problème avec les réserves. Donc, à partir de là, on va assister à une rupture de ce cercle fermé qui assure le métabolisme de fer et on va tomber dans la situation pathologique qui est l'anémie ferriprive. Donc, le mécanisme physiopathologique de l'anémie ferriprive, on peut avoir donc soit une augmentation des besoins. Donc, cette augmentation de besoins se voit principalement dans la situation de croissance rapide, comme par exemple le nourrisson qui est en pleine croissance, les adolescents qui ont besoin vraiment d'une grande quantité de fer parce que c'est des sujets qui sont c'est des sujets qui sont en pleine croissance, qui ont besoin d'une grande quantité de fer. Donc, d'accord. Donc, cette augmentation de besoin qui n'est pas compensée par les apports va nous mettre dans la situation d'une diminution de la suppression des 1 mg qui vient de l'extérieur. Et à partir de là, on a une rupture de cercle vicieux et on assiste à l'anémie ferriprive. Les pertes excessives, soit c'est des pertes digestives ou bien des pertes gynécologiques. Les pertes gynécologiques chez la femme, principalement, c'est les ménorrhagies et les métrorragies. Ménorrhagie, c'est saignement au moment des règles, c'est-à-dire ce sont des règles trop abondantes. Sinon, les métrorragies, c'est un saignement en dehors du cycle, pardon. Soit des pertes digestives. Les pertes digestives se voient beaucoup plus chez l'homme et généralement, il s'agit principalement de néoplasie. Soit on a un problème de malabsorption. Donc, le problème de malabsorption, généralement, c'est un problème généralement digestif, soit c'est un problème le plus souvent qui touche le grêle proximal. Principalement, on a la maladie cœliaque, ou là, parfois, un lymphome digestif, ou bien un cancer digestif qui entraîne une malabsorption du fer au niveau de ce siège-là. Donc, gardez le mécanisme physiopathologique pour bien comprendre les étiologies, parce que quitte à apprendre le mécanisme physiopathologique, vous n'avez pas besoin d'apprendre les étiologies. Donc là, on va parler de la clinique. L'étude clinique, on a d'abord le tableau clinique et les examens complémentaires. Donc d'abord, le tableau clinique. Donc le tableau clinique, l'anémie ferriprive, gardez les trois grands chapitres. Il y a clairement le tableau clinique, en plus de la particularité de l'enfant. Vous avez le syndrome anémique, vous avez le syndrome sidéropénique, au delta, vous avez les troubles de comportement. D'accord? Donc le syndrome anémique. Le syndrome anémique, il regroupe beaucoup de signes cliniques différents. D'abord, la pâleur cutanéo-muqueuse, فيها l'asthénie, فيها la tachycardie, فيها l'hypotension, فيها la dyspnée d'effort. Donc, il faut savoir que l'hypotension et la dyspnée d'effort, c'est des signes d'intolérance de l'anémie. C'est des signes d'intolérance de l'anémie. Et les gens qui présentent des signes d'intolérance de l'anémie, on a les sujets qu'on va transfuser. شي واحد عنده une anémie à 5 جاي يتمشى طالع troisième étage ومن بعد كيقول لي بلي on va le transfuser s'il n'a pas évidemment s'il n'a pas un problème cardiaque sous-jacent. Parce que s'il a un problème cardiaque sous-jacent, là, on est obligé de le transfuser. C'est-à-dire en dehors de tout antécédent cardiovasculaire, il vient, il marche, il est très bien. C'est une anémie qui est chronique, qui s'installe très progressivement. Et l'histoire naturelle de l'anémie ferriprive, c'est une histoire qui dépasse généralement les 6 mois. Donc c'est un problème qui s'installe progressivement et qui donne
et qui donne le temps à l'organisme pour on va dire, pour s'adapter progressivement, pour s'adapter progressivement, voilà. Donc, pour s'adapter progressivement, pour s'adapter, il donne le temps à l'organisme pour s'adapter progressivement. Donc, c'est pour ça, les syndromes anémiques de l'anémie ferriprive, ce sont des syndromes anémiques qui sont le plus souvent très, très bien tolérés. D'accord? Donc, parce qu'ils s'installent très progressivement. Donc, je répète, vous avez la pâleur cutanée muqueuse, vous avez l'asthénie, vous avez la dyspnée d'effort, vous avez l'hypotension, vous avez la tachycardie. Tout ça, gahad les signes que je viens de citer, rentre dans le cadre de syndrome anémique. D'accord? Donc, par la suite, on a le syndrome sidéropénique. Donc, pourquoi? Bon, je parle de ce syndrome sidéropénique. Donc, ce syndrome sidéropénique, pardon. Donc, ce syndrome sidéropénique, ce sont des manifestations cutanées et des manifestations muqueuses qui sont liées à la carence en fer. Donc, on a principalement la chute de cheveux. Là, les cheveux qui deviennent secs, qui deviennent rêches, qui sont cassants, qui chutent rapidement. C'est des gens qui ont un problème avec les fanères, les ongles, c'est-à-dire les ongles qui sont cassants, des ongles qui poussent très difficilement, qui ne poussent pas. C'est des ongles avec des striations qui sont horizontales et pas verticales. Donc, les striations, ça ressemble à ça. Donc, ce sont des striations horizontales au niveau de l'angle et pas verticales. Donc, deuxièmement, on a les koilonishi. Les koilonishi, c'est quoi? Ce sont des angles qui sont concaves et qui sont très fragiles. Donc, en plus de ça, on peut trouver des troubles digestifs, type par exemple des inflammations au niveau de la commissure labiale. On peut avoir une gastrite atrophique. Et en plus de ça, donc comme trouble de comportement, on peut avoir même des piqûres. Donc les piqûres, c'est des troubles alimentaires, c'est parfois la géophagie, la trypophagie. C'est des sujets qui commencent à manger de la terre. Bon, il faut savoir que les piqûres, les troubles de comportement, bien les piqûres, c'est une conséquence et non pas la cause de l'anémie. Il y a certains qui disent, enfin qui pensent que c'est parce que les gens ont des troubles de comportement, qui mangent la terre ou qui mangent les cheveux. Donc ça ont de l'anémie ferriprive. Non, ben non. Ça, c'est un signe clinique et c'est un signe clinique de cette carence martiale. Donc, c'est cette carence martiale qui donne des troubles de comportement avec la susceptibilité de manger de la terre, ce qu'on appelle la géophagie, soit des glaçons, phagophagie, ou là, la mastication des cheveux, qu'on appelle la trichophagie. D'accord? Donc, il y a une certaine particularité, ça vous le gardez, c'est chez l'enfant. En plus des signes cliniques qu'on vient de citer, c'est-à-dire principalement le syndrome anémique, le syndrome sidéropénique et les troubles de comportement. D'accord? Donc, en plus de ça, chez l'enfant, on peut avoir un retard staturopondéral, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir de la splénomégalie, qui est vraiment une splénomégalie qui est très minime, un stade 1 généralement, qui ne dépasse pas le stade 1, avec une fragilité par rapport aux infections. D'accord? Si vous allez tous me poser la question pour les troubles de comportement, il n'y a pas une explication possible ou une explication physiopathologique pour ça, mais le fer, il doit rentrer dans le métabolisme, peut-être, je pense, s'il y a une explication des cellules nerveuses. À la BIHA, ça donne ce genre de troubles de comportement, mais honnêtement, je n'ai pas une explication qui est à 100% convaincante. Donc maintenant, je vais répéter, enfin, je passe à la bio, donc tout ce qui est biologie. Vous avez la numération de la formule sanguine. Donc là, il faut bien vous concentrer. Donc sur le plan NFS, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver évidemment une anémie. Donc on a expliqué tout à l'heure l'anémie. BLI, c'est une diminution de taux d'hémoglobine inférieure à 13 grammes chez l'homme, inférieure à 12 grammes chez la femme, 11 grammes chez la femme enceinte, ou là en fonction de l'âge pour le nourrisson. Donc c'est une anémie qui peut être soit sévère, soit modérée. Le terme sévère ou la modérée, c'est à partir de 7 grammes d'hémoglobine. Donc 7 grammes par décilitre. Inférieur à 7 grammes par décilitre, on parle d'une anémie sévère. Plus de 7 grammes par décilitre, on parle d'une anémie modérée. D'accord? Donc l'anémie, la sévérité, c'est en fonction du chiffre, mais l'intolérance n'a rien à voir avec les signes de tolérance ou l'intolérance
n'a rien à voir avec les chiffres. On peut avoir des anémies sévères à 5 grammes par décilitre, mais c'est des anémies qui sont très bien tolérées. On peut trouver une anémie à 8 grammes chez un sujet âgé, mais il est très mal toléré, JMHET, j'ai avec une hypotension, une tachycardie très importante, très dyspnéique au repos. Donc, elle a dit, c'est que donc, il faut faire la part des choses. Donc, c'est une anémie. Comment elle est cette anémie? Cette anémie, elle est microcytaire. Donc, on parle de la microcytose, c'est en fonction du VGM. Le VGM, c'est le volume globulaire moyen de l'hémoglobine. L'unité de taille, c'est le femtolitre et les normes, c'est entre 80 à 100 pentolitres. Donc, ce VGM qui va chez Donc, vous savez que ce VGM, c'est quoi? C'est le volume globulaire moyen de l'hémoglobine. Vous savez que le volume, tu as les globules rouges, il est représenté principalement par l'hématocrite. Donc, à la belle comme l'hématocrite, elle représente le volume des éléments figurés du sang. Et vu que les éléments figurés du sang sont représentés principalement par les globules rouges, donc, le VGM égale l'hématocrite fois 10 divisé par le nombre de globules rouges. Et là, on a à peu près un volume globulaire moyen. Donc, il est normalement entre 80 et 100 litres. Donc, je vous ai dit la dernière fois, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi on a la microcytose dans l'anémie ferriprive. Donc, la cellule, l'érythroblaste, comme vous savez. Donc, le précurseur de globules rouges, c'est vrai que le globule rouge, c'est une cellule anucléée, mais le précurseur de globules rouges, c'est une cellule qui a un noyau qu'on appelle l'érythroblaste. Donc, la synthèse de la cellule, qui a des éléments la synthèse de l'hémoglobine, ou qui a des éléments la synthèse du noyau. Tout ce qui est élément la synthèse du noyau, c'est B9, B12, mais tout ce qui est élément la synthèse de cytoplasme, c'est beaucoup plus l'hémoglobine. Il faut savoir que le signal stop de division cellulaire, il faut savoir que à partir de stade de proérythroblaste, on a 4 mitoses pour donner naissance à 16 globules rouges. D'accord? Le signal stop de Hadley mitose, c'est quoi? C'est que l'hémoglobine représente environ et moyennement 32% le volume le globule rouge. D'accord? Donc, quand on a un problème de fer, le fer, le rôle, c'est quoi? C'est la synthèse de l'hémoglobine. D'accord? Donc, vous savez que la molécule d'hémoglobine fait à deux parties. Fait à la partie protéique et la partie non protéique. La partie protéique, c'est la globine. La partie non protéique, c'est l'hème. Et l'hème contient une molécule de fer à l'intérieur. D'accord? C'est un fer à l'état divalent. Quand on n'a pas de fer, donc cette M, la molécule de l'hème, ne peut pas être faite. Donc, on a du mal à fabriquer la molécule d'hémoglobine. Donc, plutôt la cellule, peut-être division cellulaire, mais l'hémoglobine, et la quantité d'hémoglobine synthétisée à l'intérieur du cytoplasme, donc l'organisme اسمها لي ميتوز ما يقدروش يحبسوا دونك الاورغانيزم مش هيقعد يقعد غير يكمل في لي ميتوز باسكو في الحساب تاعه il a pas encore atteint les 32% تاع la concentration corpusculaire moyenne d'hémoglobine. Donc du coup, au lieu d'avoir 4 mitoses, parfois on se retrouve avec 10 mitoses, 11 mitoses, 12 mitoses, 20 mitoses et on se retrouve avec des cellules de très petite taille. Donc à la l'anémie ferriprive ou l'anémie inflammatoire, on a une microcytose. D'accord? Donc j'espère que vous arrivez à comprendre pourquoi on a une microcytose l'anémie ferriprive ou باللي jamais ما تنساوها. Inch'Allah. Donc il s'agit d'une anémie microcytaire. Donc c'est une anémie hypochrome. Hypochrome, pourquoi? Parce que la concentration, il y a une fabrication de l'hémoglobine, mais c'est une fabrication qui est insuffisante. Donc du coup, on retrouve une situation d'hypochromie qui se définit par une concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine inférieure à 32%, sachant que la normale, elle est de 32 à 36%. Et l'hyperchromie n'existe pas. On a soit la normochromie, soit l'hypochromie. Donc l'hyperchromie, généralement, elle est due à des problèmes techniques. Donc voilà. Alors, c'est une anémie qui va gérer la régénérative à régénérative. Donc, les anémies périphériques, c'est des anémies qui sont régénératives. Les anémies centrales, c'est des anémies qui sont arégénératives. Et l'anémie ferriprive, c'est une anémie centrale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de fer pour fabriquer ces globules rouges. Donc, c'est un problème de production, c'est un problème de fabrication. Donc, c'est un problème qui est au niveau de la moelle. Mais il y a une fabrication des globules rouges parce que il y a suffisamment de fer. Donc, du coup, c'est une anémie, gardez la microcytaire hypochrome arégénérative. Donc, elle est définie par un taux de réticulocytes inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. D'accord? Donc, ça sur le plan ligne globule rouge.
Donc, sur le plan globule blanc, donc on peut avoir un taux de globule blanc normal. Le taux de plaquettes, il y a la particularité. On peut trouver une petite hyperplaquettose d'entraînement. Donc, cette hyperplaquettose, elle est modérée généralement, plus de 450 000 éléments par millimètre cube. C'est une hyperplaquettose qui dépasse exceptionnellement le 1 million. Et on de l'hyperplaquettose parce que quand vous savez, quand on a une anémie périphérique, donc l'organisme va essayer de booster l'érythropoïèse. Pour la booster, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine. C'est un facteur de croissance. Et quand vous savez que l'érythropoïétine est synthétisée principalement au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire du rein, accessoirement au niveau du foie, donc il y a une synthèse de cette érythropoïétine qui va essayer de booster la lignée érythrocytaire, sauf que la lignée mégakaryocytaire a un petit récepteur pour l'érythropoïétine. Donc du coup, ça booste la lignée rouge et ça booste aussi la lignée plaquettaire. Donc et ça donne une petite hyperplaquettose qu'on appelle l'hyperplaquettose d'entraînement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc maintenant, je passe au frottis de sang périphérique. Le frottis, Shahwahada le frottis. Donc le frottis, bon, c'est quoi le frottis? Le frottis, c'est une technique qui nous permet de regarder les cellules de près par le microscope optique, donc par une coloration qu'on appelle le McGrone-Wolf-Jameson, le MGG. Donc ça nous permet de voir la forme, la couleur de ces globules rouges. Donc on trouve une anisocytose. Qui dit anisocytose, c'est-à-dire problème de forme, donc on trouve des microcytes. On trouve beaucoup de microcytes, c'est-à-dire des globules rouges de petite taille, d'accord? Donc, il y a principalement le frottis. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une hypochromie. Hypochromie, c'est-à-dire la diminution de la couleur de ces globules rouges, avec parfois des annulocytes, les globules rouges, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas suffisamment d'hémoglobine pour assurer la coloration de globules rouges. Voilà, donc par la suite, la biochimie. Donc la biochimie fera principalement le bilan martial. Le bilan martial est très important. Les unités. Parce que parfois, les questions, ils veulent les unités. Et là, ça fait des petites questions pièges. Et les gens, d'accord, donc principalement qui dit anémie périphérique, c'est-à-dire principalement, donc il faut savoir l'évolution naturelle de l'anémie périphérique qui fait qu'elle va s'installer. La première étape, quand on a une carence en fer, la première étape qui s'installe, c'est la diminution de la ferritine. La ferritine, هي الأولى تهبط. الزوجة donc يتبعها le fer sérique. يتبعها le fer sérique avec la capacité, le coefficient de saturation. On a plutôt troisième étape, c'est la microcytose. On va voir apparaître des globules rouges de petite taille. La dernière étape, c'est l'apparition de l'anémie, c'est-à-dire la diminution du chiffre d'hémoglobine. Donc, je répète, première étape, c'est la ferritinémie qui devient basse, donc la diminution de la ferritinémie. Deuxième étape, c'est le fer sérique qui est bas. Troisième étape, c'est le coefficient de saturation qui est bas. Quatrième étape, c'est l'apparition de microcytes en périphérie, c'est-à-dire des globules rouges de petite taille. Et la dernière étape, c'est l'apparition de l'anémie ou bien la diminution de l'hémoglobine. Donc la ferritinémie, il faut savoir que la ferritinémie, elle varie en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Donc il faut savoir qu'elle est environ inférieure à 20 microgrammes par litre. Donc l'homme, c'est environ 30 à 150. Et chez la femme, c'est 10 à 120 parce que la femme, elle a les menstruations, elle perd beaucoup plus. Le fer ferrique bas, inférieur à 70 microgrammes par 100 millilitres. La CTF, c'est quoi? C'est la capacité de fixation de fer. À l'âge, la capacité de fixation, donc elle est très élevée. À l'âge, la capacité de fixation de la transférine. Donc, quand vous avez l'enzyme plutôt, l'enzyme, voilà, ou la protéine de transport, pardon, la protéine de transport du fer, c'est la transférine. C'est-à-dire la transférine, elle a la capacité de transporter deux molécules de fer à l'état trivalent, qui est comme le bilan. Donc, cette molécule, quand elle ne trouve pas suffisamment de fer au niveau de la circulation sanguine, qui m'a متوحش الماكله ويحطوا له الماكله دونك الماكله اللي يجيبوها له شغل يولي مهيف عليها سي كوم سا سي لو ميم برانسيب دونك لا كاباسيتي دو فيكساسيون تطلع بزاف دونك هاد لا ترانسفيرين كونت تروفي une molécule de fer تحكمها ما تحبسش ما تحوسش تطلقها elle va pas la au niveau périphérique c'est-à-dire au niveau du site d'érythropoïèse elle va pas la léguer donc on aura une capacité de fixation très importante. Talia, c'est le coefficient de saturation qui est bas, inférieur à 16%. À l'âge, il est bas parce qu'il n'y a pas suffisamment de fer. Ou la transférine périphérique, elle n'est pas saturée.
D'accord? Donc, avant de passer au traitement, donc on va parler un petit peu sur les diagnostics différentiels par l'anémie ferriprive. Le principal diagnostic différentiel par l'anémie ferriprive, c'est l'anémie inflammatoire. D'accord? Donc, il faut savoir que l'inflammation entraîne une diminution du fer par détournement. Donc, le fer liquide au niveau de la circulation sanguine va être phagocyté par les macrophages, en partie. Donc, la réaction inflammatoire. Donc, du coup, quand on fait la formule, donc on a un manque de fer. Donc, la formule, qu'est-ce qu'on trouve? C'est un manque qui est relatif, mais c'est absolu. Mais c'est réel, c'est un manque qui est relatif. Donc, on trouve généralement une anémie microcytaire. C'est une anémie microcytaire hypochrome arogénérative. Elle pose un réel diagnostic différentiel. D'accord? Donc, ce qui fait la part des choses, c'est le bilan martial plus le bilan inflammatoire. Donc, la ferritinine, c'est une protéine qui participe à l'inflammation. Donc, la ferritinine, c'est une situation inflammatoire élevée. Donc, on trouve une ferritinémie élevée. Le fer ferrique, l'anémie inflammatoire, on ne le trouve pas. Donc, parce que le fer qui se trouve dans la circulation sanguine, il est, euh, il est capté par les macrophages. Donc, on a un fer serré qui est bas. La capacité de fixation, plutôt, voilà, un fer serré qui est bas. Un coefficient de saturation aussi qui est bas parce qu'il n'y a pas suffisamment de fer pour qu'il soit capté par la sidérophéline, la transférine. Par contre, la capacité de fixation, elle est normale. Donc, la capacité de fixation, elle est normale parce que ce fer serré qui se trouve à l'intérieur des macrophages. Donc, il faut le comprendre comme ça. Donc, il existe dans les macrophages. Donc, il y a une grande capacité de fixation. La saturation, c'est vrai qu'elle est basse, mais il a une augmentation de pouvoir de fixation de ce fer. Donc, là, c'est la part des choses. L'anémie inflammatoire, elle pose un réel diagnostic différentiel. Un autre diagnostic différentiel, les situations où on a une situation mixte. La situation plutôt, voilà, la situation mixte, surtout les cancers qui saignent. Mais par exemple, un sujet qu'on a un cancer digestif qui saigne, un cancer de l'estomac ou un cancer du grêle qui saigne. Donc, le mécanisme, il est mixte. Et l'inflammation et la carence martiale. Donc, c'est très, très rare, c'est très difficile de faire des choses. Il y a un examen qui se fait en médecine nucléaire, c'est un examen très coûteux qu'on appelle les récepteurs de la transférine. Donc, les récepteurs de la transférine, qui permet de trancher. D'accord? Donc, quand on a une augmentation de ces récepteurs de la transférine, c'est généralement l'anémie ferriprive, l'anémie inflammatoire, non. Les récepteurs, ils sont normaux parce que c'est un manque qui est relatif. Donc, l'examen, on ne peut pas le faire. Donc, là, c'est très difficile de faire la part des choses. Et les situations qui m'aident, et on peut donner un petit test thérapeutique pour faire, mais on arrive généralement à faire la part des choses, les concepts. D'accord? Donc, il y a un autre diagnostic différentiel, c'est les patients qui ont une polyglobulie. Donc, c'est des patients qui ont, qui a certains patients qui présentent des polyglobulies avec une microcytose hypochromie. Ça les situations, car les bêta-thalassémies, on va les voir par la suite, c'est les bêta-thal intermédiaires, plutôt les bêta-thal hétérozygotes, pardon, qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine séance. D'accord. Voilà, donc ça, c'était le diagnostic différentiel. Donc, les bêta-thalassémies, c'est des anémies microcytaires hypochromes, mais qui sont généralement régénératives. Et on a une polyglobulie, c'est-à-dire que le nombre de globules rouges, il est élevé. D'accord? Parce que logiquement, quand on a l'anémie par carence en fer, même on a une diminution du nombre de globules rouges. C'est la situation de bêta-thalassémie hétérozygote. On a une polyglobulie qui est microcytaire hypochrome et surtout régénérative. Un diagnostic différentiel c'est les myélodysplasies, mais il y a l'anémie sidéroblastique qui donne aussi anémie microcytaire hypochrome et arogénérative. Donc maintenant, j'arrive à la partie thérapeutique. Donc il faut savoir que le fer, bon, les gens, vous allez faire la carte le concours de résidana. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont faire des médecins généralistes. Inch'Allah, ils seront d'excellents médecins généralistes. Donc il faut savoir que pour traiter l'anémie ferriprive, il ne faut jamais donner de fer trivalent. Le fer trivalent, ça, comme vous savez, c'est pour l'absorption au niveau du pôle entérocytaire, c'est-à-dire le pôle apical. Et le fer qui vient de l'alimentation, c'est un fer trivalent qui va faire intervenir l'enzyme, c'est dévalence méthyltransporter qui va le transformer en bivalent pour qu'il soit absorbé. On va donner directement du valent, c'est-à-dire 2+. Donc, généralement, la forme la plus commercialisée, efficace, on va dire,
On a la glycine sulfate ferreux, on a le tardiféron 80, décile 80 mg de fer élément, 80 chez avec B9, parce que B9, la concentration est haute. On a le ferrosanol Joe qui est un excellent produit en gélule, mais malheureusement en rupture. On a le fumafère ou le fumacure. C'est un produit algérien. Il est très bien. Il a quelques effets secondaires, mais ça va. Il est comprimé à 200 avec 66 mg de fer élément. Les effets secondaires, c'est la coloration noirâtre des selles, la coloration foncée des urines, et la constipation importante. Donc, il faut prescrire un régime alimentaire très riche en fibres avec tout ce qui est betterave, tout ce qui est beurre et tout pour laxatif naturel. Voilà. Donc, on a les effets secondaires, principaux effets secondaires. Sinon, on a la forme injectable. La forme injectable, donc, le vénofer, c'est le fer saccharose, un fer qui est administré par la voie IM. Comme traitement aussi, on a la transfusion sanguine. Donc, on a la transfusion, sanguine. Donc, donc, on a la transfusion sanguine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la transfusion sanguine, c'est pas en fonction de chiffres, c'est pas en fonction de chiffres de l'anémie. Donc, c'est pas en fonction de chiffres de l'anémie, c'est en fonction de la tolérance de l'anémie. Donc, une anémie qui est mal tolérée, quel que soit le chiffre, on va transfuser le patient. Une anémie bien tolérée, quel que soit le chiffre, on va donner un traitement. ماشي bien toléré par hémoglobine 2, bon, là, ça a des حاجة واحدة أخرى. Mais à partir de 5 grammes d'hémoglobine, si le patient tolère très très bien son anémie, نعطيوه le traitement et généralement, il va répondre très très bien. Donc voilà, ça c'est le traitement. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors, donc là, on va prendre les questions sur l'anémie ferriprive. Si vous me le permettez, bien sûr. Donc là, la polyglobulie donne, s'il vous plaît, non, je parlais pas de la polyglobulie, je parlais de la pseudo-polyglobulie, de la bêta-thalassémie. On va le voir dans le chapitre thalassémie. D'accord, donc je vais parler d'une polyglobulie microcytaire hypochrome régénérative qui se voit dans les situations de bêta-thalassémie hétérozygote. Voilà. Vous pouvez poser vos questions, s'il vous plaît, sur le cours de l'anémie ferriprive. Bon, j'espère que j'ai fait le tour de la question. Alors, donc la question, voilà, pour la transfusion en plus de la tolérance, est-ce que l'âge des antécédents a un rôle? Oui, tout ce qui est antécédents, c'est beaucoup plus les antécédents cardiovasculaires, principalement, parce qu'un sujet cardiaque, il faut savoir que pour un cardiaque ou là, un patient avec des antécédents d'insuffisance coronarienne ou là, une insuffisance cardiaque, il a besoin minimum de 10 grammes, il a besoin minimum de 10 grammes d'hémoglobine. D'accord? Donc, il faut un sujet avec des antécédents cardiovasculaires, c'est principalement les antécédents cardiovasculaires. Les antécédents cardiovasculaires, bon, je parle précisément de l'anémie ferriprive. Une anémie liée à un cancer ou là, parce que c'est une autre part de manche. Donc là, je parle de l'anémie ferriprive. Donc du coup, pour l'anémie ferriprive, les antécédents cardiovasculaires comptent. Est-ce que toute anémie microcytaire est arogénérative? Non, pas forcément, parce qu'on peut avoir des anémies microcytaires hypochrome régénératives, c'est le cas des bêta-thalassémies, pour maintenant l'information. Voilà. L'anémie microcytaire peut être régénérative comme elle peut être arogénérative. Arogénérative, c'est principalement l'anémie inflammatoire et l'anémie ferriprive. Pour ce qui est régénératif, c'est principalement la bêta-thalassémie, principalement. Posez vos questions, s'il vous plaît.
Pour la transfusion, plus de la tolérance, est-ce que l'âge, vous m'avez pas répondu pour l'âge? Non, l'âge, ça n'a rien à voir, hein. L'âge c'est en fonction qui m'a dit c'est la fitness, c'est les antécédents. L'âge, on peut trouver un sujet de 60 ans, 70 ans qui est dans un excellent état physiologique. Voilà, donc un sujet qui est fit, qui est en PS, qui vient PS1, qui vient en marchant, qui n'est pas essoufflé, qui est très bien, même à 82 ans. Donc quand j'étais en première année spécialité, j'ai reçu une vieille de 82 ans qui avait enfin, des antécédents d'AVC, mais elle n'était pas cardiovasculaire. C'était un AVC pour une cause de rouille. Elle est venue avec une aminophéréprine à 5 grammes. Et je me rappelle, quand je l'ai vue avec mon avancée, moi j'étais pro-transfusion. Et là, je l'ai mis, moi, il m'a dit non, elle est très bien et tout, en fonction de son état, parce qu'elle est déjà à l'état gravataire. On l'a mis sous traitement, on l'a revu 21 jours après, et tout est rentré dans le monde. Donc, je vais répéter juste pour la surveillance de la réponse thérapeutique. Donc, quand on commence le traitement, il y a certains critères qu'on va surveiller. On a d'abord la crise réticulocytaire. La crise réticulocytaire, c'est généralement entre 7e et 14e jour de traitement, c'est-à-dire quand on donne le fer à des doses thérapeutiques, on va assister à une crise réticulocytaire entre le 7e et le 14e jour de traitement. On assiste à une correction de la moitié de déficit de l'hémoglobine à J21 et on a une normalisation complète de l'hémoglobine à 2 mois avec une normalisation des réserves à 6 mois. Donc, je répète, après l'introduction d'un traitement curatif, donc on a la crise réticulocytaire entre J7 et J14, on a la correction de la moitié de déficit à J21, correction de l'hémoglobine à 2 mois et restauration des réserves à 6 mois. D'accord. Bon, voilà, pour les femmes enceintes, est-ce qu'on donne une supplémentation en fer? Même si le bilan est correct, oui, on peut donner une supplémentation préventive. C'est à un comprimé par jour ou avec par différents B9. Oui, oui. Parce que par la suite, l'anémie s'installera. C'est surtout la supplémentation pour la femme enceinte, c'est en acide folique, voire même 3 mois avant la conception. Voilà. Oui, 3 mois avant la conception, l'acide folique. Oui, pour éviter les problèmes de troubles neuronaux du bébé. Oui, on donne l'acide folique 3 mois avant la conception. Non, juste l'acide folique 3 mois avant la conception, seulement. Le fer, c'est à partir de la conception. Alors, pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Vous avez tout compris? D'accord. Bah, c'est très bien. Et est-ce que, je ne sais pas, parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez préparé des questions sur la nucléaire parce que là, je ne vois pas beaucoup de questions. Sauf si j'ai répondu à toutes les questions. D'accord, donc maintenant, je pense que je vais parler un petit peu des anémies macrocytaires. Donc, bon, maintenant, je vais vous parler des anémies macrocytaires. On passe aux anémies macrocytaires. D'accord. Donc là, tout ce qui est anémie macrocytaire, donc les principalement ce qu'on appelle les anémies mégaloblastiques. Donc, les anémies mégaloblastiques, on a principalement les anémies par carence en vitamine B9 et en vitamine B12. Attendez 2 minutes, je vais placer mon téléphone à la charge.
Parfait. Donc, l'anémie macrocytaire. Comment on définit une anémie macrocytaire? L'anémie, elle se définit toujours par la diminution du taux d'hémoglobine, inférieur à 13 grammes par décilitre chez l'homme, inférieur à 12 grammes par décilitre chez la femme, et inférieur à 11 grammes chez la femme enceinte. Donc, une macrocytose, elle se définit par une augmentation de VGM. Le VGM, c'est le volume globulaire moyen d'hémoglobine, au-delà de 100 femtolitres. Donc, plus de 100 femtolitres, il s'agit d'une macrocytose. Donc, cette macrocytose, elle peut être soit modérée, elle peut être vraiment très franche. Très franche, généralement, à partir d'un chiffre plus de 120 femtolitres. Donc, il s'agit d'une macrocytose assez franche. D'accord? Donc, les anémies macrocytaires sont généralement dues à une anomalie de synthèse d'ADN. Donc, cette anomalie de synthèse d'ADN va donner naissance à une macrocytose. Si je n'ai comme la macrocytose, c'est le même principe qui m'a fait comme la néphrocytose. La macrocytose, donc je vous ai dit que les rétroblastes est constitué d'un noyau et de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine au niveau du cytoplasme et le noyau, il est principalement assuré qu'il y a l'ADN avec, principalement, c'est des bases puriques. Les bases puriques, ils se représentent la synthèse des bases puriques. On a l'acide folique ou bien la vitamine B9, on a la vitamine B12 et on a beaucoup d'autres causes qui peuvent donner la macrocytose qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc, on va prendre par exemple l'exemple de l'acide folique et de la vitamine B9. Donc, quand on a cette division cellulaire, donc on a la fabrication de l'hémoglobine qui se fait normalement parce qu'on n'a pas un problème de fer, on n'a pas un problème de globine, donc on n'a pas un problème de laine. Donc, on a l'hémoglobine qui est fabriquée normalement. Par contre, on n'a pas d'acide folique et on n'a pas de B12 pour former les bases puriques. Donc, du coup, la cellule, elle va avoir du mal à former son noyau. Par contre, l'hémoglobine, toujours belle. Donc, au lieu d'être à 4 mitoses, donc on aura moins de 4 mitoses. C'est généralement environ 2 mitoses. Et avec les 2 mitoses, les 2 mitoses, donc généralement 2 mitoses ou la 3 mitoses, donc ça va donner naissance à des cellules de grande taille. Parce que avec le 32% de concentration corpusculaire moyenne d'hémoglobine, c'est le signal stop d'arrêt de mitose, nous l'aura rapidement. Si nous l'aura rapidement, il y a les mitoses. Donc, du coup, on va se retrouver avec des cellules de grande taille. C'est des cellules, j'ai les divisions au stade, par exemple, des rétroblastes basophiles, par exemple. Un type d'exemple. Donc, du coup, ça fait des cellules de grosse taille. Donc, qui quitte les mitoses, la cellule va expulser son noyau, elle va donner naissance à un réticulocyte géant qui va donner naissance à un globule rouge de grosse taille. Donc, ce globule rouge, il va dépasser les 100 centilitres de VGM. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit topo sur l'acide folique. Donc, l'acide folique ou bien la vitamine B9. Il faut savoir que les besoins quotidiens en vitamine B9, c'est des besoins environ de 250 jusqu'à 300 microgrammes par jour. Donc, il faut savoir que l'acide folique se trouve principalement dans les légumes verts, dans les fruits frais et secs, ou les protéines aussi animales, surtout le foie du poisson. Le foie du poisson, c'est et le foie des volailles ou le foie animal en général, c'est de l'acide folique. Les réserves, il faut savoir que les réserves de l'acide folique se trouvent principalement au niveau du foie, mais c'est des réserves de petite quantité, environ 5 à 10 mg. Et c'est des réserves qui sont suffisantes pour seulement quelques mois. À la bien, quand on a une carence en acide folique, la limite donne rapidement par rapport à la B12, où par exemple les réserves d'Icfona pendant plusieurs années. D'accord? Je répète que les réserves sont principalement au niveau du foie et c'est des réserves qui sont limitées, environ 5 à 10 mg, qui sont généralement suffisantes seulement pour quelques mois. Voilà, donc la concentration plasmatique, elle est environ de 5 à 12 microgrammes par litre. Bon, il faut savoir que le dosage à l'acide folique se fait très difficilement dans la médecine nucléaire et en pratique courante, on ne le demande jamais parce que parfois, et dans beaucoup de cas, on le dose, il nous revient normal, on fait quand même un test thérapeutique et on a une réponse thérapeutique. Donc, ça veut dire que c'est des patients qui étaient réellement carencés, mais la carence n'a pas été détectée par le dosage biochimique. Donc, le dosage biochimique rattrape beaucoup de conditions pour qu'il soit fait dans les règles de l'art. Ça se fait en médecine nucléaire et c'est vraiment très difficile. Donc, le rôle biologique de l'acide folique, c'est principalement, comme je vous ai dit, c'est principalement la synthèse de l'ADN. D'accord? La synthèse des bases puriques et la synthèse de l'ADN principalement. D'accord? Donc, maintenant, la vitamine B, l'absorption de l'acide folique se fait principalement au niveau du grêle proximal. D'accord? Donc, c'est principalement au niveau du grêle proximal, c'est-à-dire la partie proximale de jéjunum.
Donc ça, il faut bien le marquer parce qu'on a beaucoup de questions dans ce sens. Ah ben merci, je savais pas que le foie du patient était contre-indiqué chez la femme enceinte au premier trimestre. Ben, il faut prendre des cachets. Voilà. Merci pour l'information. Donc maintenant, la vitamine B12. Donc la vitamine B12, les besoins de la vitamine B12 sont vraiment minimes. Chez qui l'acide folique, on avait besoin d'environ 150 jusqu'à 300 microgrammes par jour. La vitamine B12, on a besoin juste de 2 à 5 microgrammes par jour, voire même 1 microgramme par jour suffit. La vitamine B12, elle est présente principalement dans les protéines animales, surtout dans les poissons, dans les viandes et le foie, les œufs, les produits laitiers. Les réserves, c'est des réserves au niveau du foie de 2 milligrammes, mais c'est des réserves qui suffisent pendant plusieurs années. Donc, généralement, pour avoir une carence en vitamine B12, il faut minimum 6 ans de carence pour avoir une carence parce que le besoin quotidien, il est vraiment minime et donc les réserves sont suffisantes pour plusieurs années. L'absorption, contrairement à l'acide folique qui se fait au niveau du gland proximal, au niveau des jujunum proximal, l'absorption se fait au niveau de l'iléon distal principalement. Et les transports sont assurés par la transcobalamine. Le rôle ça, c'est toujours la synthèse de l'ADN principalement. Donc voilà. Alors en plus, qu'est-ce qu'il y a comme particularité pour cette carence en vitamine B12 et en acide folique? Donc cliniquement, comme vous savez, donc on a le syndrome. Cliniquement, qu'est-ce qu'on trouve? Cliniquement, on trouve généralement trois grands symptômes. D'accord? Donc on a le syndrome anémique, on a un syndrome digestif et troisièmement, on a un syndrome neuroanémique parce que donc la synthèse de la gaine de myéline, donc ça donne des signes neurologiques. Le syndrome anémique, comme qui m'a pour l'anémie ferritrice, ça donne de la pâleur, de l'asthénie, de la dyspnée d'effort, de l'angor, des vertiges, de tachycardie, donc de la tachycardie, de la dyspnée d'effort. Et à partir de là, qui m'a comme des signes d'intolérance, c'est beaucoup plus la dyspnée de repos et l'hypotension. D'accord? Donc on peut avoir les signes digestifs avec l'OLS et le syndrome anémique. Deuxièmement, c'est le syndrome digestif. Le syndrome digestif, c'est la glossite. On a ce qu'on appelle la glossite de Hunter, c'est la langue qui devient lisse et véritablement dépapillée avec la sensation de brûlure en cas de contact de certains aliments. Par la suite, on a le syndrome neurologique qui fait par la suite, on a le syndrome neuroanémique. Le syndrome neurologique, il est beaucoup plus lié à la carence en vitamine B12. Il peut voire même précéder l'anémie de plusieurs années. D'accord? Donc, il est fait principalement d'un syndrome coordonal postérieur, d'un syndrome pyramidal et d'un syndrome psychique. Donc, ça, vous le gardez parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Donc, on a le syndrome anémique, on a le syndrome digestif, et le syndrome neurologique principalement. Le syndrome neurologique, il peut précéder le syndrome anémique. Il est fait principalement d'un syndrome psychique avec les troubles de comportement, d'un syndrome coordonal postérieur et d'un syndrome pyramidal. D'accord? Donc maintenant, sur le plan biologique, on a l'anémie. D'accord? Donc on a une anémie qui est macrocytaire, comme vous le savez. Donc c'est une anémie macrocytaire. Elle est normocrante parce que Maad n'a aucun problème sur la synthèse d'hémoglobine. Donc la concentration corpusculaire moyenne d'hémoglobine, elle est tout à fait normale, c'est-à-dire avec un CCMH, plutôt une CCMH entre 32 à 36%. Voilà, donc sans aucune anomalie, bon, on peut ne pas trouver d'anomalie au niveau de la lignée blanche, comme on peut trouver une leucopénie qui est modérée. Le taux de plaquettes, on peut trouver une thrombopénie modérée. Pourquoi? Parce que la vitamine B9 et la vitamine B12 entrent dans la synthèse de noyaux. Et quand vous savez que les précurseurs des plaquettes, c'est des cellules nucléées, et les globules blancs, c'est des cellules nucléées. Donc, automatiquement, on a une diminution des globules blancs et on peut trouver une diminution de globules blancs et on peut trouver une diminution de plaquettes. Donc, les situations d'anémie mégaloblastique ou d'anémie par carence en vitamine B9 et en vitamine B12, on peut trouver et la thrombopénie, et l'anémie, et la leucopénie. C'est-à-dire, on peut trouver dans des situations de pancytopénie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important à le signaler. Voilà, donc c'est ça. Sinon, voilà, donc c'est une anémie qui est macrocytaire, elle est normochrome et elle est surtout arogénérative. Pourquoi arogénérative? Parce que c'est une anémie qui est centrale. Donc c'est une anémie dans le problème
vient du noyau, c'est-à-dire c'est un problème central qui vient de la moelle osseuse. Sur le plan frottis de sang périphérique, donc on a généralement une anisopolkylocytose. Donc on a euh, des macrocytes, comment dirais-je, des macrocytes, ce sont des globules rouges qui sont de grande taille, avec de grande taille généralement majoritairement, avec parfois quelques anomalies des globules blancs. D'accord? Donc ces anomalies sont principalement des PNN hypersegmentés parce il y a un problème de division de noyau, donc on peut trouver des fragmentations dans le noyau des globules blancs. Donc ça donne des PNN qui sont réellement hypersegmentés. Et les plaquettes, on peut trouver aussi, voire même des macroplaquettes. Là, il y a un examen très important pour la carence en vitamine B9, B12, c'est le myélogramme, c'est-à-dire la ponction de moelle. Donc, la ponction de moelle, c'est un examen très important qui va mettre en évidence un aspect mégaloblastique, c'est-à-dire un gigantisme cellulaire. Qui dit gigantisme, c'est que les cellules de toutes les lignées ou l'OCBAR, les cellules de la lignée mégakaryocytaire, de la lignée érythrocytaire et de la lignée granulocytaire. Donc, il y a des signes assez importants, enfin, assez caractéristiques et qui sont assez spécialisés. D'accord. Donc, pour la thrombopénie et la leucopénie, donc, je vous ai dit que la vitamine B9 et la vitamine B12 entrent dans la synthèse de noyaux. D'accord? Donc, qui dit que chaque cellule nucléée peut être touchée par la vitamine B9 et la vitamine B12 et tous les tissus à renouvellement rapide. À l'intérieur, on peut trouver des glossites, qui est l'inflammation de la langue, alors que c'est des cellules qui n'ont rien à voir avec les cellules sanguines. Donc, chaque cellule qui a un noyau, elle va être touchée par cette carence en vitamine B9 et vitamine B12. Donc, on aura une diminution de la division parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acide urique pour le dédoublement donc les chromosomes et la division cellulaire. Donc, on va se retrouver dans des situations de thrombopénie, de leucopénie, diminution de division des cellules de la langue et surtout les cellules, le tissu à renouvellement rapide. On peut avoir des irritations des muqueuses, notamment de la muqueuse génitale. Tout ça, on peut le trouver dans la carence en vitamine B9 et dans la carence en vitamine B12. Voilà, je t'en prie. Donc voilà, sur le plan biochimique, comme je vous l'ai dit, on peut doser la vitamine B9, la vitamine B12, sauf que le dosage est assez difficile. Donc on peut trouver ce qu'on appelle une petite note hémolytique. Donc vu que les globules rouges qui sont synthétisés, c'est des globules rouges de mauvaise qualité, parce que c'est des globules rouges les kobar bzef, et comme vous savez que les globules rouges, ils ont besoin d'une certaine taille, avec les 7 micromètres de diamètre, avec une biconcavité, une plasticité, pour passer à travers le système réticulo-endothélial et à travers le vaisseau sanguin de petit calibre au niveau de la rate pour réchapper à la destruction. Quand la cellule elle est assez grosse, donc quand elle va passer par ce système réticulo-endothélial, elle va être captée par les macrophages et elle va être dégradée. Donc, on va avoir une petite note hémolytique, c'est-à-dire une petite exacerbation de l'hémolyse physiologique. Donc, ce qui va donner naissance à une petite augmentation timide de la bilirubine totale, principalement à bilirubine qui répond direct ou indirect. Répondez. Sinon, comme règle, va me coucher. Oh oh. Augmentation de la bilirubine totale, la bilirubine directe ou l'indirecte. Comme ça, il y a déjà au bout. Très bien. Donc voilà, c'est très bien. La bilirubine libre, ou bien c'est la bilirubine indirecte, ou bien la bilirubine non conjuguée. Très très bien. Très bien. Donc voilà, Hadia, c'est la petite note hémolytique. Donc avec une augmentation des LDH, quand vous savez que les LDH font partie de bilan d'hémolyse aussi. Donc avec le dosage vitaminique. Donc quand on n'a pas ce dosage vitaminique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit test thérapeutique. Le test thérapeutique consiste à donner la vitamine B12 et la vitamine B9 à des doses physiologiques et par la suite guetter la crise réticulocytaire qui est là beaucoup plus précoce entre J5, généralement entre J5 et J7. D'accord? Donc on donne la vitamine B9 et la vitamine B12 à des doses physiologiques. Et par la suite, on va assister à la crise réticulocytaire, généralement entre J5 et J7. Oui, les LDH, ils dorment le bilan d'hémolyse. Oui. C'est des enzymes, ils dorment le bilan d'hémolyse, c'est des enzymes qui se trouvent à l'intérieur des globules rouges. Et en cas de destruction, les lactes déshydrogénases vont être libérés dans la circulation sanguine
Et c'est un signe, il يدخلوا le bilan d'hémolyse. Il يدخلوا même tout ce qui est pathologie tumorale parce que ça se trouve aussi dans les cellules tumorales. Oui, l'aptoglobine, elle rentre beaucoup plus dans l'hémolyse dans la situation aiguë, principalement. L'aptoglobine, باش توصل تكون effondrée, c'est généralement l'apanage de l'aigu en cas d'hémolyse aiguë, généralement. En cas d'accident hémolytique aigu le plus souvent. Et l'aptoglobine fait partie évidemment de bilan d'hémolyse. Mais la carence en vitamine B9 et B12, c'est une hémolyse qui est vraiment très minime. C'est une hémolyse, oui, chronique, et c'est une hémolyse qui est très minime. Et on parle clairement de la petite note hémolytique. Donc, je suis l'hémolyse les maladies ictériques. Non, ça fait un subictère seulement conjonctival. Je suis juste la jasper, ماهيش anémie mégaloblastique. Donc voilà. Alors, quelles sont les étiologies? Donc, il dit les étiologies, tu as le B9, c'est beaucoup plus le grade proximal. C'est généralement la maladie cœliaque, les cancers, la résection, les cancers et les résections gréliques, ou la résection de l'estomac et la résection grélique associée. Pour la carence en vitamine B12, on peut avoir soit des problèmes de grêle distale ou là des problèmes de l'estomac. Les problèmes de l'estomac, donc tout à l'heure, la vitamine B12, je ne vous ai pas parlé du métabolisme à la vitamine B12. La vitamine B12, pour qu'elle soit active, elle a besoin d'un facteur intrinsèque qui est sécrété au niveau de l'estomac. Donc, du coup, la vitamine B12, elle va être liée au facteur intrinsèque qui est synthétisé par les cellules syndiques pour qu'elle puisse être absorbée au niveau de jéjunum distal. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'estomac avec une diminution, voire même disparition de la synthèse de facteurs intrinsèques, on trouve une carence en vitamine B12, malgré que la vitamine B12 a un normalement. Mais il y a un problème de transport au niveau des tubes digestifs lié aux facteurs intrinsèques. Il y a une maladie qui est très fréquente chez la femme à partir de l'âge de 50 ans, c'est la maladie de Birner. C'est une gastrite atrophique chronique, ce qui donne une atrophie des glandes syndiques avec une diminution vraiment très flagrante de la synthèse de l'acide, plutôt de facteurs intrinsèques, ce qui entraîne une diminution d'absorption de la vitamine B12. Donc là, en plus de des anémies mégaloblastiques, il y a une autre cause, les gens me donnent l'anémie macrocytaire. Les autres causes, parce que qui dit macrocytose, donc je vous ai dit que la macrocytose, qui dit macrocytose, je peux plus changer de caméra, non? Voilà. Donc, pour vous parler de la macrocytose, je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas, il y a un problème là. Bon, voilà. Donc là, je vous ai dit que par rapport à la macrocytose, c'est quoi? C'est en fonction, ça peut être lié à un problème de la membrane érythrocytaire. Donc, c'est le problème de la membrane érythrocytaire qui fait chez il faut savoir que, bon, je vous ai dit que le globule rouge, c'est une cellule qui est biconcave de 7 micromètres de diamètre. Donc, ce diamètre, il peut augmenter. Il peut augmenter secondairement à certaines pathologies. Ces pathologies, par exemple, la pathologie hépatique. Donc, quand on a un problème d'estérification, il y a certains lipides qui vont se retrouver en excès dans la circulation sanguine. Ou les lipides vont être absorbés au niveau de la membrane érythrocytaire. Donc, au niveau de la membrane érythrocytaire, et ça va entraîner une augmentation de la surface érythrocytaire, une augmentation de la membrane érythrocytaire avec une augmentation de la surface érythrocytaire. Donc, les situations de pathologie hépatique. La deuxième situation, c'est la pathologie thyroïdienne. Donc, la pathologie thyroïdienne,
Elle peut donner aussi certains macrocytoses, soit l'hyperthyroïdie, soit l'hypothyroïdie. Et les thyroïdies en général peuvent donner aussi des anémies macrocytaires. Donc ça, c'est important donc, pour le savoir, qu'il y a une certaine, qu'il y a une certaine produits, c'est-à-dire certains médicaments qui peuvent donner des macrocytoses. Par exemple, qu'il y a des dérivés hydroxyurés, ce sont des antimitotiques de fuseau. Et les antimitotiques vont donner une macrocytose. Enfin, ces médicaments vont empêcher la division cellulaire et donnent une certaine macrocytose. Les dérivés hydroxyurés, ou les sulfamides hypoglycémiants, ou pas mal les analogues de purine, gars les produits de chimiothérapie qui agissent comme ça. Donc, il y a une famille de chimiothérapie qu'on appelle les analogues de purine. Et des analogues de purine donnent des anémies macrocytaires. Donc dans des anémies macrocytaires. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc pour le traitement de ces carences, donc on a l'acide folique, on a une forme, on a l'acide folique, l'acide folénique. L'acide folique, c'est le comprimé zanitrate, tout le monde le connaît, c'est des comprimés à 5 mg. Et généralement, on donne un comprimé 3 fois par jour ou deux comprimés 2 fois par jour. On donne généralement 15 à 20 mg par jour. La vitamine B12, il faut savoir que la forme commercialisée en Algérie, c'est des formes anil gamma. Donc, on donne généralement en injectable, c'est une forme injectable en lien pour éviter donc, les problèmes aux facteurs intrinsèques. Donc, on donne des injections en lien tous les jours pendant la première semaine. Par la suite, on fait, bon, ça c'est mon schéma que j'ai pris à partir de précis d'hématologie. Donc, on fait tous les jours pendant une semaine. Par la suite, un jour sur deux pendant 15 jours. Par la suite, je fais une fois par semaine pendant le reste de temps. Et c'est un traitement généralement de 2 mois qui est suffisant pour restaurer les réserves. Voilà. Donc, la surveillance de traitement, il faut surveiller la crise réticulocytaire qui est entre 5e et 7e jour, elle est vraiment très précoce. Donc, il y a avec une régression de la pâleur cutano-muqueuse et des signes digestifs. Il faut savoir que les signes neurologiques vont être beaucoup plus lents à disparaître. Donc, et ces signes neurologiques, parfois, pour les signes neurologiques, ça va prendre un peu plus de temps, parfois voire même des mois, voire même des années. Il faut savoir que généralement, le traitement nécessaire, c'est 2 mois. Mais s'il y a des signes neurologiques, il faut continuer le traitement jusqu'à disparition, voire même disparition des signes neurologiques. S'il n'y a pas disparition, au moins stabilisation des signes neurologiques. Le cas de la maladie de Birmer, la vitamine B12 doit être maintenue en injection mensuelle une fois par mois à vie. Voilà. Les causes de la carence en facteurs intrinsèques, il m'a noté que c'est principalement la gastrite atrophique ou la maladie de Birmer, qui est l'apanage de la femme adulte, entre plus de 40 ans, généralement 40-50 ans. Sinon, les situations de cancer gastrique, un envahissement total avec un empêchement de fabrication de facteurs intrinsèques, ou les situations de gastrectomie pour une cause ou pour une autre, soit pour une cause tumorale ou là pour une maladie ulcéreuse, par exemple. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que vous avez des questions? Et voilà, les anémies macrocytaires, c'est très genre les anémies la myélodysplasie. La myélodysplasie peut donner des anémies macrocytaires normochromes, arogénératives aussi. Alors, vos questions. Est-ce qu'il y a carence en fer plus celle de B9, B12? Comment serait la FNS? C'est très très bien. Très bonne question, Marie-Marianne. Alors, Kaina a dit ce sont les anémies mixtes. Les anémies mixtes. Bon, je pense que j'ai répondu à la question des causes de la carence en facteur intrinsèque. Ça, j'ai répondu à cette question. Donc, par contre, pour les anémies mixtes existent. Donc, c'est des anémies par carence en fer, acide folique et vitamine B12. Ou surtout, fashion, c'est Boura principalement, c'est Boura. Normalement, ça donne une étiologie où on peut trouver une carence en vitamine B9 et en fer. Essayez de répondre.
Carence en acide folique plus le fer. A donné une étiologie, une maladie. Très bien, grossesse, très bien. Une autre étiologie. Très bien. هذا عليها بلا هذه l'étiologie, la maladie. La maladie cœliaque. Que la maladie cœliaque, c'est une maladie du grêle proximal. Donc, ça touche et le duodénum et le jéjunum proximal, qui sont tous les deux le siège d'absorption de fer et de l'acide folique. D'accord? Donc, il y a deux situations d'anémie mixte. Donc, on a d'une part qu'il y a des microcytes, d'autre part qu'il y a des macrocytes. Donc, comme vous savez, le volume globulaire, le VGM, ou le volume globulaire moyen de l'hémoglobine. Donc, à votre avis, le VGM qui fait qui compte les anémies mixtes? Répondez, à votre avis. Le VGM qui fait chez compte les anémies mixtes. Très bien, parfait. Donc, il compte normal. Donc, c'est des anémies qui sont le plus souvent normocytaires, c'est-à-dire avec un VGM qui est normal. Très bien, très bien. Donc, on peut trouver des anémies normocytaires, parfois normochromes, parfois hypochromes, mais le plus souvent, c'est des anémies arogénératives. Les anémies mixtes, on peut trouver une petite leucopénie associée avec une petite thrombopénie associée. Voilà, donc on fait la part de choses qui fait Shingiro pour poser le diagnostic. On fait le frottis de sang périphérique. Donc, le frottis de sang périphérique, qu'est-ce qu'il va montrer? Oups, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Petite compagnie, as a few what? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'essaye de vous montrer un frottis à une anémie. Donc voilà, alors maintenant je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc là vous avez, ça c'est un frottis d'une anémie mixte. Donc là vous voyez, Hadi c'est un macrocyte. Donc ça c'est un macrocyte, c'est un globule rouge de grande taille. Donc et là vous voyez qu'ils sont des microcytes, c'est-à-dire des cellules de petite taille. Donc on va voir les deux types, ce qu'on appelle les deux types de cellules. D'une part des macrocytes et d'autre part des microcytes. Donc là, dans l'aspect, on va le trouver dans l'anémie mixte. Là, je voulais vous montrer aussi ce qu'on appelle l'aspect les PNN hyper segmentés. Vous regardez, ce sont des PNN avec beaucoup de segments à l'intérieur du noyau, généralement environ 5 segments. Là, vous voyez qu'il y a enfin, des globules blancs avec beaucoup de segments. Là, vous voyez environ 9 jusqu'à 12 segments ici. Ici, pareil. Donc, il y a beaucoup de segments. Ce sont des PNL hyper segmentés. Voilà. Donc, voilà. C'est des anémies normocytaires, normochromes, parfois hypochromes, arogénératifs, parfois un taux de globules blancs qui est bas, un taux de plaquettes aussi qui est bas. Ce qui fait la part des choses, c'est la biochimie, le bilan martial, on fait la ferritinémie qui est basse. Et pour l'acide folique, je vous ai dit que c'est un peu compliqué pour le doser. Donc, on fait un test thérapeutique et généralement, on a une très bonne réponse au traitement, en plus de contexte clinique qui est fortement évocateur. Vous avez d'autres questions? Vous avez des questions? Pour la clinique, on assiste à tous les syndromes selon la sévérité.
On assiste à tous les syndromes où là, c'est la sévérité. Bon, pour la clinique, généralement, on assiste à tous les syndromes le plus souvent. Qui m'a, par exemple, le syndrome anémique, on assiste au syndrome anémique, au syndrome sidéropénique, troubles de comportement, parfois, ce qu'on peut voir, c'est les troubles parfois de comportement, une petite irritabilité. Je dois répondre à un message très important. Enfin, je sais pas, je peux quitter revenir. Attendez. Rebonjour. Je suis là, je suis revenue. Alors, examen en première intention, c'est le dosage de réticulocytes. Oui. C'est quoi le piège à folate? Donc, il faut savoir le piège à folate, c'est quoi? Le piège à folate, c'est que quand on a une carence mixte en acide folique et en vitamine B12, et on commence par donner l'acide folique sans donner sans donner la vitamine B12. Donc, du coup, quand on va donner l'acide folique, donc il y a quand même, parce que il faut voir ce qu'on appelle le métabolisme de la vitamine B9 et la vitamine B12. On va laisser cette question en dernier parce que je vais vous montrer un schéma que j'ai, parce qu'il faut l'intrication entre le métabolisme de la vitamine B12 et l'acide folique pour comprendre pourquoi il y a ce piège à folate. Parce que quand on donne l'acide folique, on va encore aggraver le déficit en vitamine B12 et on va aggraver les signes neurologiques. À la bien en cas d'anémie mixte par carence en B12 et en B9. Donc il faut savoir qu'il faut commencer d'abord par la B12 puis l'acide folique. Donc, nous بنفهم comme عليهم. Mais si on sait que la carence ferriprive est arogénérative, on fait le dosage des réticulocytes. Oui, il faut toujours faire le dosage de réticulocytes. C'est très important, le réticulocyte, parce que ça t'oriente déjà. Quand tu as une anémie microcytaire hypochrome, tu as une anémie microcytaire hypochrome arogénérative, ça va directement tuer soit vers l'anémie inflammatoire ou l'anémie ferriprive. هنايا le contexte clinique يعاونك بزاف. S'il y a par exemple la notion de saignement, est-ce que c'est une dame qui a des règles abondantes ou là c'est un monsieur qui a des rectorragies, des mélénas, il fait des hématémèses. Donc ça va t'orienter un petit peu. Il n'a aucune symptomatologie avec des troubles haka, je sais pas, enfin, des signes inflammatoires et tout. Donc on va être orienté à l'anémie inflammatoire. Donc là, je pense que je vais vous ramener le schéma de Saïd à l'acide folique. Alors, je vais chercher mon livre.
autre chose sur, s'il vous plaît, les autres causes de la macrocytose, vous pouvez les répéter. D'accord, il n'y a aucun problème. Donc, pour les autres causes de la macrocytose, on a premièrement les dysthyroïdies, à savoir l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, les anémies, enfin les myélodysplasies, ou les anémies, voilà, les myélodysplasies. Donc, ça donne aussi des anémies macrocytaires. Les pathologies hépatiques, les hépatopathiques, parce qu'il y a un manque, donc le cholestérol, certains lipides qui vont se retrouver en excès au niveau de la circulation sanguine et qui vont être absorbés par la membrane érythrocytaire, ce qui fait que la membrane érythrocytaire a des tekbet. Donc on aura une situation de macrocytose. Il y a beaucoup d'autres médicaments, qui m'a par exemple sulfamide hypoglycémiant, méthotrexate, Bactrim, les médicaments qui agissent sur le fuseau méthotique, ou là les médicaments de la chimio, tout ce qui est chimiothérapie. Voilà donc à Dohoma les autres causes. Les autres causes de la carence en vitamines, plutôt, pardon, c'est les autres causes de la macrocytose. Voilà. L'éthylisme aussi, oui, je l'ai oublié. L'éthylisme d'Arlof, l'hépatopathie aussi, parce que ça donne des pathologies hépatiques. C'est le même mécanisme physiopathologique. Pour le traitement, d'accord. Donc, pour le traitement, c'est par rapport au piège à folate, je pense, Balek. Donc, le traitement, c'est en fonction de la vitamine qui manque. Donc, généralement, les situations mégaloblastiques, on donne les deux. On donne la vitamine B12 et l'acide folique. Donc, on commence toujours par la vitamine B12 pour éviter le piège à folate que je vais vous montrer un petit peu le schéma pour vous expliquer. Donc, on commence par la vitamine B12. Enfin, on commence par la vitamine B12, c'est-à-dire soit ma'abad, soit un jour maqbel. Donc, c'est le plus important, c'est de ne pas commencer par l'acide folique et ne jamais donner la vitamine B12. Ce qui fait, on va dire, ça, ce qui pose le problème. Donc l'acide folique, on le donne environ, par la forme orale, c'est des comprimés à 5 mg, on donne un comprimé 3 fois par jour généralement. La vitamine B12, c'est des injections à 1000 gamma. On donne généralement une injection tous les jours pendant une semaine. Par la suite, on fait un jour sur deux pendant 2 semaines. Et par la suite, une fois par semaine pendant 4 semaines, parce que la durée totale de traitement, c'est 2 mois généralement. Sauf s'il y a une maladie de Berner où il faut faire une injection mensuelle à vie avec un contrôle, bien sûr. Voilà. Le myélogramme est-il systématique devant une anémie macrocytaire? Oui, c'est une indication. L'indication de myélogramme, l'anémie macrocytaire, l'anémie normocytaire, normochrome arogénérative, surtout l'anémie arogénérative, ou là, les situations de bicytopénie ou bien de pancytopénie. Hop, pardon, je vous cherche le schéma. Tac, tac. Voilà, donc là, je vous ai trouvé le schéma. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà, ça c'est le schéma de métabolisme de l'acide folique et de la vitamine B12. Donc c'est un schéma insert qui est assez compliqué. Donc et là, vous voyez l'intrication des deux. Tout ce qui est THF là, formule THF que vous voyez ici, THF ici.
c'est l'acide folique, c'est la vitamine B9. Tout ce qui est là, c'est la cobalamine. Et vous voyez que le métabolisme est intriqué. On a la cobalamine qui interagit avec l'acide folique. Et là, vous voyez que dans le métabolisme, c'est-à-dire dans le métabolisme de l'organisme, donc là, vous voyez que l'acide folique est utilisé, on va dire, en grande quantité. La vitamine B12 ou bien la cobalamine, elle est quand même assez accessoire. Donc, elle est utilisée هنايا. Méthionine synthétase. La méthylcobalamine, c'est un cofacteur donc, pour la fabrication de la méthionine. Et la méthionine, on a tout ce qui est gaine de myéline et la myélisation. D'accord? L'acide folique, donc tout est intriqué. Donc, quand vous avez, par exemple, un problème neurologique, surtout il y a la cobalamine qui permet la transformation de propionyl en succinyl et l'accumulation de ça. Donc, ça entraîne une accumulation de l'acide malonique au niveau des fibres nerveuses. Donc, ça aggrave les signes neurologiques. Donc, si on commence par donner l'acide folique, donc on va booster le schéma que vous avez, donc l'acide folique qui rentre un petit peu partout. Donc, et ce qui va essayer, on va dire, il y aura beaucoup de propionyl coenzyme A qui est formé par le cercle. Ce propionyl coenzyme A doit être transformé en succinyl par la vitamine B12. Donc, la vitamine B12, qui met on aura une accumulation avec une aggravation des signes neurologiques. Donc, à la BIRA, on préconise toujours de commencer par la vitamine B12 puis l'acide folique pour éviter le piège. Voilà, c'est pas clair. Ouais, le prendre en photo et l'envoyer. Oui, 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 je vais le faire. Parce que c'est pas clair, je sais que c'est pas évident, j'arrive pas à voir, même pas caméra derrière, je vois noir, je sais pas ce que vous voyez. Donc par la suite, comme schéma, c'est vraiment très compliqué, c'est spécialisé. Donc bon, je vais vous le donner par la suite juste pour culture générale, c'est tout. La cause de ce piège, كيفاش نفهمك هذا le piège à folate parce que quand tu donnes l'acide folique, donc هذا le circuit, tu vas le booster. Et هذا le booster, la finalité de c'est la fabrication de ça, de propionyl coenzyme A. هذا le propionyl coenzyme A, il doit être transformé en succinyl باش par l'intermédiaire de cobalamine et à la vitamine B12. Quand on a un manque de vitamine B12, on aura une accumulation de l'acide malonique. هذا l'accumulation au niveau de fibres nerveuses va aggraver les signes neurologiques. Donc, du coup, si tu mets de l'acide folique, tu auras le circuit que tu veux va être activé. Donc, on aura une grosse quantité de propionyl fournie, mais ne va pas être, on va dire, métabolisée. Donc, du coup, elle va s'accumuler au niveau des fibres nerveuses et donner beaucoup de troubles neurologiques. À la maquette. Oui, je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est très compliqué, voilà, je suis un peu bzef. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions pour clôturer la séance et se donner un rendez-vous la prochaine fois pour les anémies hémolytiques. On donne B9 avec B12. Oui, on donne B9 avec B12, mais on peut donner B12 un petit peu avant B9, mais l'essentiel, c'est de ne pas donner B9 avant B12. C'est ça le plus important. C'est pas de donner la vitamine B9 au c'est-à-dire بساعة ou la دقيقة. Kane, il prend la vitamine B9 pendant 10 jours, on va dire la B12. Tu vois? Alors, le myelogramme, comment ça se fait? Un myelogramme, comment ça se fait? La ponction de masse se fait au niveau de doigts du manubrium sternal. On introduit le trocar, on entend un craquement, on aspire, on fait sortir le sucre. Madame Akan.
Myogramme, enfin, je mets moi personnellement une anesthésie locale. C'est ce que je fais. Ouais, moi je mets une anesthésie locale, un peu de xylocaïne. Bon, pour te dire, il y a beaucoup qui disent le fait de piquer avec la seringue de xylocaïne, ça fait mal. Bah, de la deuxième fois, ça fait pas mal. Mais ça fait que le patient ressent une seule piqûre. Donc, quand il fait la piqûre que ressent le patient, c'est la piqûre à le milligramme. Moi, personnellement, vu que ça, qu'elle traverse l'os, moi, je fais une petite infiltration sous-cutanée sous périostée. Moi, c'est ce que je fais pour tout le monde, personnellement. Mais j'ai beaucoup de mes collègues qui ne mettent pas d'anesthésie. Bon, chacun sa façon de faire. Oui, tu as raison, Lord Islam. Ben, je vous en prie tous. J'espère que comme et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine en fonction de votre planning. Inch'Allah, ya Rabbi. En fonction de votre planning, elle va me donner la disponibilité de Tercom pour la semaine prochaine. Donc, on va faire une fois par semaine. On peut faire tout le programme, les deux tours, le vote. D'accord, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc, jeudi 14 heures. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, bon courage, révisez bien. Inch'Allah. Au revoir.